À Seijo, dans la ville de Setagaya, métropole de Tokyo, se trouve un manoir luxueux où résident 7 magnifiques frères et sœurs, entourés de domestiques qui répondent à leurs moindres besoins. Dans la salle à manger, les 2 frères discutent. Arata, 16 ans, demande à son frère Shion comment se trouvait une petite amie. Shion, scotché à son téléphone, lève à peine les yeux et répond quelque chose comme « Comment veux-tu que je sache ?» Arata insiste, il veut savoir comment la relation de Shion avec Yu a commencé. Shion, un peu agacé, dit « Ça s'est fait comme ça, y a pas de formule ». Puis il retourne la question et demande ce qui s'est passé avec la fille avec qui Arata flirtait. Arata explique qu'il lui a juste dit qu'elle était vraiment jolie, rien de bien méchant. Shion lui dit que ça ne le mènera nulle part, qu'il doit se bouger, et lui rappelle qu'en tant que fils de millionnaire et personnage principal d'un anime, il pourrait avoir n'importe qui. Mais Arata, romantique invétéré, attend son âme sœur ou quelque chose comme ça. À ce moment, les sœurs arrivent, le waifu squad. Oka les interrompt, disant qu'ils font honte à la famille. Seiya, avec des stats totalement inventés, affirme que les mecs passent 90% de leur temps à parler des filles. Les 3 autres sœurs balancent aussi quelques commentaires, plus par obligation que par réelle conviction. Oka accuse Arata d'essayer de soutirer des détails croustillants à Shion sur sa relation avec Yu. Arata réfute ces accusations, mais Shion, pour envenimer les choses, ment en disant qu'Arata trouvait que Oka faisait beaucoup plus femme, récemment. Excédé, Oka appelle son chien et lui ordonne de mordre ce qu'il faut pour punir ce pervers en présence de ses sœurs. Sans tarder, le chien bondit sur son postérieur et s'en donna à cœur joie comme s'il avait trouvé de la viande. Alors que notre gars souffre le martyre, les filles ne peuvent s'empêcher de se moquer de lui. Une fois le chien rappelé, Arata tente de se défendre, mais Seiya ramène sur le tapis ce qui s'est passé avec Kotono, la plus jeune. Banri, l'aîné, leur demande d'être plus indulgent avec le petit pervers, vu qu'il est en pleine puberté. Mais Oka réplique que c'est exactement ce genre de pensée qui l'a rendu comme ça. Banri dit que le comportement d'Arata est compréhensible, vu qu'il est entouré de waifus sublimes toute la journée. Seiya intervient et rappelle que les relations amoureuses au sein d'une même famille sont mauvaises pour la descendance, selon les études. Mais Banri, fidèle à son style provocateur, affirme que la science est incapable d'expliquer les caprices du cœur humain. Il en profite pour lancer une pique à Seiya, insinuant qu'elle est probablement déjà amoureuse de quelqu'un, ce qui la fait rougir. Banri se moque ensuite des sœurs cadettes, les taquinant parce qu'elles restent encore de simples gamines. Minami intervient, disant qu'elle trouve son frère génial. Arata, ravie du compliment, s'approche pour la remercier, et elle l'envoie au tapis d'un crochet du droit bien net. Puis elle s'excuse, disant que c'était juste un réflexe, typique d'une athlète née comme elle. Après ce petit incident, ils s'organisent tous pour fêter l'anniversaire de Kotono le samedi. Ça réglé, ils partent à l'école. Même s'ils ont plus d'argent que de bon sens, ils prennent le métro, tellement humbles. En marchant, les gens les regardent comme s'ils étaient un boys band tout droit sorti d'un magazine. Arata est agacé par l'attention, comme s'il vivait dans une comédie romantique. Et franchement, peut-être que c'est le cas. Petit topo sur les waifus pour ne pas vous perdre. Banri, l'aîné, 18 ans, est à une université prestigieuse mais étudie pour devenir infirmière. Seiya, 17 ans, en dernière année de lycée, est le cerveau de la bande. Oka, 16 ans, en 2e année de lycée, est la plus populaire. Minami, 15 ans, première année, est tout en musclé en énergie. Et enfin, Kotono, 14 ans, collégienne, est le classique type timide, calme et adorable. Retour au garçon, Shion demande à Arata si elle lui a vraiment avoué ses sentiments. Arata, un peu mal à l'aise, admet que oui, mais dit qu'il n'est pas assez tordu pour répondre à ses sentiments. De toute façon, il a déjà quelqu'un d'autre en tête, et comme elle n'est pas de la famille, c'est un gros plus. Shion lui dit que même si Arata a tout pour séduire n'importe quelle fille, ses traumatismes d'enfance l'ont transformé en gros flemmard en matière de romance. Plus tard, chez eux, Arata stalk obsessionnellement le profil de Lala, la fille qu'il aime, mais la peur le paralyse au point qu'il n'arrive même pas à lui envoyer une demande d'amis. À ce moment, Oka entre et lui demande de lui passer les devoirs. Ils s'assoient pour étudier ensemble, mais Arata ne peut s'empêcher de lui jeter quelques regards. Embarrassé, il finit par lâcher qu'elle devrait peut-être se couvrir un peu plus. Oka lui rappelle qu'ils prenaient leur bain ensemble quand ils étaient petits, donc pas de quoi en faire un drame maintenant. Puis, direct, elle lui demande qui est la fille qu'il aime, disant que Shion a déjà craché le morceau et qu'il est super accro à quelqu'un. Elle insiste pour qu'il se confie, arguant que des jumeaux doivent se soutenir dans ce genre de truc. Arata résiste mais finit par avouer qu'il a dit à Lala qu'elle était jolie. Oka, tout excité, dit qu'elle connaît Lala et peut totalement lui arranger un rencard. Mais Arata l'arrête, disant qu'il ne veut pas de son aide. Oka lui rappelle qu'il est l'héritier de leur père et qu'il devrait au moins faire un effort pour lui. Mais Arata tient bon et dit qu'il le fera à sa façon, c'est-à-dire mater Lala de loin pendant des jours jusqu'à ce qu'elle se sente si mal à l'aise qu'elle finisse par le remarquer. Oka, excédé, explose, bon, eh bien, va te faire voir. J'essaie d'aider comme une personne décente, et toi, tu fais l'idiot. Très bien,
reste là tout seul, vierge et pleurnichard, salut, loser. Pendant ce temps, dans la chambre de Kotono, elle regarde une photo de ses frères et sœurs, mais la façon dont elle fixe Arata n'a rien de très fraternel. Puis Arata passe en mode philosophe et se met à divaguer sur le destin, comment tout est déjà écrit, même qui sont tes frères, sœurs et âmes sœurs, ou un truc du genre. Honnêtement, j'ai un peu décroché. Samedi arrive, et tout le monde se prépare pour fêter l'anniversaire de Kotono. Ils descendent dans la salle à manger pendant qu'Arata monologue dans sa tête. Minami rend les écouteurs qu'Oka lui avait prêtés, mais il en manque un. Oka s'énerve et lance, sérieux, je fais quoi avec un seul? Surtout qu'elle les avait prêtés parce que Minami avait perdu les siens, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Arata, voyant l'attention lui échapper, intervient avec un discours de paix, on est frères et sœurs, on ne devrait pas se disputer. Et là, leur père arrive pour le dîner. Avant le toast, il annonce qu'il a quelque chose d'important à dire. Maintenant que Kotono a 15 ans, il est temps de leur révéler la vérité, ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ils peuvent se mettre en couple entre eux s'ils veulent. Fêtez bien. Arata, complètement sonné, demande ce que ça veut dire. Leur père explique qu'ils sont tous adoptés, qu'ils sont assez grands pour comprendre, et qu'il avait promis à sa défunte épouse de révéler la vérité une fois que la plus jeune aurait 15 ans. Bien que Shion et Minami soient jumeaux, il précise que les autres n'ont aucun lien de sang. Il dit qu'il comprend qu'ils soient tous choqués, mais qu'à partir de maintenant, il sera totalement honnête et répondra à toutes leurs questions. Et hop, sujet clos, on passe à la fête. Ouais, juste comme ça. La bonne commence à servir le dîner pendant que tout le monde est encore en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont probablement chanté joyeux anniversaire avec l'énergie émotionnelle d'une thérapie de groupe post-traumatique, mais malheureusement, on ne voit pas ça. Ils finissent le dîner et passent au salon pour prendre le thé ensemble. Banri dit à la bonne de partir, qu'elle prend le relais, car il y a des affaires familiales sérieuses à discuter. La seule qui a bien mangé, c'est Minami, mais c'est son truc, la bouffe. Banri commente que la petite doit tenir l'optimisme de son père, ce à quoi Seiya répond que ça n'a rien à voir avec la génétique, et même si c'était le cas, elle n'est même pas sa fille biologique. Aïe. Oka ajoute que leur père a choisi le pire moment pour lâcher la bombe. Ouais, il aurait au moins pu attendre qu'il coupe le gâteau. Mais Seiya contre en disant qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait promis à leur défunte mère, et que c'était maintenant ou jamais. Oka comprend, mais se sent trahi. Ça lui fait mal qu'on leur ait caché quelque chose d'aussi important si longtemps. Puis Seiya demande à Banri si elle ne se souvient pas de quelque chose d'étrange, comme le fait que quand Kotono est arrivée à la maison, elle avait déjà environ 4 ans. Banri marque une pause, réfléchit, et dit qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Mais ses frères et sœurs la regardent avec un air de ne ment pas, balance. Elle insiste en disant que ça n'a pas d'importance, que l'important, c'est qu'ils ont grandi ensemble, et même s'ils n'ont pas de lien de sang, ils restent frères et sœurs. Donc, pas de trucs bizarres entre eux. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde, sauf Kotono, qui est clairement accro à son grand frère. Arata va dans sa chambre et commence à réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Soudain, on le voit se diriger vers la salle de bain. En arrivant, il voit les sous-vêtements de sa sœur dans le panier à linge, et pour la première fois de sa vie, ça le perturbe plus que d'habitude. Hier, ça ne semblait pas grave, mais aujourd'hui, ils ne sont plus liés par le sang, et ça change les règles du jeu. Pourtant, Arata se répète qu'ils sont sa famille et qu'il ne cédera pas à la tentation. Il se déshabille et entre dans la baignoire, et oh, surprise, quelqu'un est déjà dedans. Et pour rendre ça encore plus perturbant, il s'agit de Kotono, la seule des sœurs plus que prête à ce que les choses deviennent bizarres. Il hurle, se couvre avec une serviette et essaie de sortir en s'excusant 1000 fois. Mais Kotono, calme, l'arrête et lui demande de lui laver le dos, comme il le fait toujours. Ça sonne plus crépi que ça ne devrait. Arata, encore sous le choc, accepte. Il s'assoit derrière elle et commence à lui frotter le dos, se disant qu'il l'a fait 1000 fois et qu'il ne doit pas avoir de pensée tordue. Kotono, totalement détendue, lui dit qu'elle aime comment il lui frotte le dos et qu'elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle n'est pas très souple. Arata essaie de survivre mentalement à la scène et lui dit de se dépêcher pour rester au chaud, sinon elle va attraper froid. Pendant ce temps, en bas, dans la salle à manger, Oka continue de siroter son thé. On n'a jamais assez de thé quand ton père vient de t'annoncer que tu n'es pas sa fille et que tu peux épouser tes frères et sœurs. Shion s'approche pour parler, et Oka dit qu'elle se sent mal pour Kotono, qui apprend une nouvelle aussi énorme le jour de son anniversaire et si près des examens d'entrée. C'est pas cool. Shion répond que tout ira bien, que les notes ne seront pas un problème, mais Oka n'est pas si sûre. En tant que cadette, elle pense que tout le monde devrait mieux prendre soin d'elle. Elle demande aussi à Shion ce qu'il pense de tout ce bazar. Il hausse les épaules et dit que tout est arrivé si vite qu'il est encore en train de digérer. Oka, d'un ton un peu vulnérable, demande s'il sait ce qu'Arata pense de tout ça. Shion, intrigué, lui demande si ça l'intéresse vraiment. Oka devient sérieuse et lui dit de ne pas compliquer les choses. Elle a passé des années à croire qu'ils étaient jumeaux, donc elle le voit comme une partie d'elle. Shion dit qu'Arata ressent probablement la même chose, mais qu'il reste l'héritier de la maison et son frère.
Il se demande aussi comment le monde les verra maintenant qu'ils pourraient techniquement se marier. Pendant ce temps, à l'étage, dans la salle de bain, Kotono enlace son grand frère, complètement nu. Concernant toute cette histoire qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, Shion mentionne à la fille aux cheveux roses qu'ils pourraient se marier, ce qui ne lui plaît absolument pas, car l'idée dernière la dégoûte rien qu'à y penser. Il précise que c'est juste une hypothèse, puisque, n'étant pas liés par le sang, la loi ne l'interdit pas. Elle continue de ressentir des nausées à cette idée et lui demande si c'est à ça qu'il pense tout le temps. Il lui explique que non, qu'il ressent juste de la gratitude d'avoir une sœur aussi gentille et jolie qu'elle. La fille aux cheveux roses ne le croit pas et, en plus, se sent gênée, car l'idée a dû lui traverser l'esprit. Maintenant qu'elle y pense, elle veut savoir ce qui s'est exactement passé entre le protagoniste et Kotono. Il raconte que, selon ce que le protagoniste lui a dit, Kotono lui a confessé être amoureuse de lui. Elle veut plus de détails sur ce potin, alors Shion explique qu'Arata l'a rejeté, mais comme elle a refusé d'accepter un non, elle s'est rapprochée de force du protagoniste, et c'est ainsi que les choses se sont passées. Le protagoniste a pris toute la responsabilité de l'affaire pour que personne ne soupçonne Kotono, mais en réalité, c'est elle la coupable de tout. Shion pense que Kotono est non seulement confuse, car à cet âge, l'affection et l'amour sont souvent confondus. Et là, l'ambiance devient très tendue, car elle confesse au protagoniste qu'elle l'aime trop, mais il lui demande de se calmer, car tout ça n'est pas correct. Elle veut une explication, mais le protagoniste lui dit que c'est évident, même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils restent frères et sœurs, alors il s'engage à la protéger et à prendre soin d'elle, mais pas de la manière qu'elle voudrait, plutôt comme de vrais frères et sœurs. Kotono dit que le protagoniste est la personne la plus gentille qu'elle connaisse, mais aussi la plus cruelle. D'un autre côté, leur père déclare avoir enfin tenu la promesse faite à sa femme, ce qui le met enfin en paix. Cependant, une visite inattendue vient d'arriver. Notre protagoniste n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe avec Kotono. Bien qu'il soit vrai qu'ils ne sont pas liés par le sang, il ne peut tout simplement pas arrêter de la voir comme sa petite sœur, il ne peut pas ignorer un fait aussi important. En entrant dans sa chambre, il tombe sur Seiya. Il lui demande ce qu'elle fait là, mais elle lui dit que s'il a quelque chose à cacher, il ferait mieux de fermer la porte. Elle lui demande aussi où il était, mais Arata ment en disant qu'il se promenait, car il ne peut pas raconter ce qui s'est passé avec Kotono. Elle ne le croit pas, mais dit que c'est étrange, la chambre du protagoniste est la plus petite de toutes, mais elle semble assez grande. En effet, il a eu la plus petite à cause d'un tirage au sort, et évidemment, il a perdu. Arata ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi la geek est venue, mais de manière inattendue, elle s'approche de lui et lui dit que ça doit rester un secret absolu. Il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne voit pas pourquoi elle agit ainsi, alors qu'elle est censée avoir arrêté de chercher le contact physique il y a longtemps. La geek lui dit qu'elle l'a vu avec Kotono dans la salle de bain tout à l'heure. Le protagoniste n'en revient pas et lui demande ce qu'elle a vu exactement. Elle répond qu'elle a pratiquement tout vu. En fait, elle allait prendre une douche, mais elle les a entendus tous les deux là-dedans. Seiya savait déjà quelque chose à ce sujet, car il est normal que les adolescents confondent le sens ou le sentiment entre amour et affection, donc au début, elle n'y a pas accordé tant d'importance. Cependant, il est probable que la nouvelle qu'ils ont reçue aujourd'hui ait fait tomber toutes les barrières de Kotono. La geek a supposé que le protagoniste a agi comme un grand frère, ce qui est parfait, mais elle voulait vérifier en personne qu'il ne succomberait pas ensuite au charme de n'importe quelle fille. Le protagoniste pense qu'elle aurait pu le faire de manière beaucoup moins directe, mais elle considère que ça n'a pas d'importance, car elle n'a aucun intérêt romantique pour lui, donc c'était la manière la plus simple et directe. Sur ce, elle aborde soudainement le sujet des relations entre proches, qui sont interdites pour des raisons génétiques, mais elle pense que, vu qu'ils ne sont pas liés par le sang, ça change beaucoup de choses, et le contexte aussi. En gros, ils pourraient faire l'amour sans aucun problème. Ça rend le protagoniste tout rouge, car il ne veut pas penser à ce genre de choses. Elle semble avoir fini ici et lui demande de faire très attention, car Kotono pourrait aller trop loin. Elle est personnellement contente qu'il ait réussi à garder son calme, mais avant de partir, elle lui demande de lui montrer un peu de respect, car elle est sa grande sœur, mais aussi un peu d'affection. Notre protagoniste ne sait pas ce qui se passe avec cette journée, elle est complètement folle. Il commence à croire que tout ça sort d'une telenovela. Pourtant, il sait qu'il a passé 16 ans à être le frère de toutes, et ça ne changera pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, Minami demande à la geek ce qu'elle fait là, mais elle répond que rien de particulier. Le lendemain matin, Arata a mal à la tête à cause de tout ce qui s'est passé la veille. Sur le point de partir à l'école, il tombe sur Kotono et Banri, qui portent des uniformes d'infirmières. Le protagoniste leur demande pourquoi elles sont habillées comme ça, et Banri explique que c'est pour leur pratique, et qu'elle en a profité pour l'essayer avec Kotono. Elle lui demande s'il aime comment elles sont, mais le protagoniste évite de répondre pour des raisons évidentes. En sortant, Shion pense que Banri essayait juste de détendre l'atmosphère. Sur le chemin de l'école, les gens ne peuvent s'empêcher de complimenter les filles, encore impressionnées par leur beauté et par le fait miraculeux qu'elles soient toutes sœurs.
Shion se demande sérieusement comment les gens réagiraient s'ils apprenaient qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais pour l'instant, le protagoniste ne veut pas y penser. Au cours de la journée, il a remarqué que tous ses frères et sœurs agissent à l'école comme si de rien n'était, alors que lui est très pensif. Soudain, Minami arrive pour le saluer, car pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas d'entraînement. Le protagoniste la regarde fixement, car il sait qu'elle est très joyeuse et insouciante, mais elle lui demande pourquoi il la fixe comme ça. Arata change de sujet en disant qu'il pensait juste à la pression qu'elle doit ressentir de la part de son entraîneur, car elle travaille toujours dur, a gagné plusieurs compétitions et pourrait même aller aux Jeux Olympiques, ce qui est impressionnant. L'athlète dit que oui, elle fait juste ce qu'elle aime le plus. Le protagoniste la félicite, car c'est un grand talent de pouvoir aimer ce à quoi on se consacre. Juste à ce moment-là, un groupe de filles arrive pour demander des autographes et des photos à Minami, car elle est visiblement très populaire. Le protagoniste lui demande qui elles étaient, et il s'avère que ce sont des membres de son fan club, qui apparemment ont vu une photo d'elle avec l'uniforme masculin. Le protagoniste n'en revient pas. Ensuite, Minami lui demande s'il rentre directement à la maison, car si c'est le cas, ils pourraient traîner ensemble. Elle lui dit qu'elle adorerait, mais malheureusement, elle a raté ses examens et a séché l'entraînement pour étudier et se mettre à jour. Le protagoniste n'est pas surpris, car bien qu'elle soit l'une des meilleures athlètes du Japon, ses notes sont désastreuses. Arata dit qu'il la comprend et décide de l'aider un peu avec ça. C'est ainsi qu'il se retrouve dans un endroit qui ressemble à un karaoké, où il lui explique comment utiliser plusieurs formules pour résoudre certains exercices. Ce qu'Arata découvre maintenant, c'est que Minami, de près, est vraiment mignonne et adorable, mais très distraite, car la plupart du temps, elle regarde autre chose au lieu de prêter attention à ses explications. En fait, à l'examen qu'elle a passé, elle s'est trompée sur presque tout. Bien qu'il soit censé étudier, elle insiste pour aller chanter un peu, profitant de l'ambiance, et elle se lance dans une chanson incroyable sur le fait qu'elle est nulle en études. Au moins, elle est honnête. Elle continue de chanter, le protagoniste semble s'amuser, mais il est surpris de voir à quel point elle peut s'amuser avec n'importe quoi. Arata n'a aucun mal à être avec elle, et il semble qu'elle soit celle avec qui il passe le meilleur moment. En sortant, le protagoniste voit la fille qu'il aime, alors il se cache immédiatement. Minami s'en rend compte, mais pour l'instant, elle ne dit rien. De retour à la maison, elle est heureuse de s'être autant amusée, mais le protagoniste n'est pas complètement satisfait, car l'objectif était d'étudier, pas de chanter. Elle change de sujet en disant que ce qui s'est passé la veille était faux. Il lui demande ce qu'elle en pense, et elle répond qu'elle ne voit pas pourquoi leur père leur mentirait. Donc, la question maintenant est, qui sont les parents biologiques de chacun? Pour l'instant, le mieux serait de discuter avec lui pour qu'il leur donne plus de détails. Le protagoniste ne s'attendait pas à une réponse aussi sensée de la part de Minami. Cela dit, elle dit qu'elle s'inquiète pour Kotono, car c'est la plus jeune et la plus fragile. Ce qui amuse le plus la fille aux cheveux verts, c'est que, en fin de compte, le protagoniste n'est pas leur frère et n'est qu'un gars de l'école. Notre garçon lui demande de baisser un peu la voix sur ce sujet, mais elle continue en disant que ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment ils s'appellent entre eux, car le lien qu'ils ont forgé pendant plus de 15 ans a bien plus de valeur. Elle lui demande donc de ne pas se déprimer juste parce que la fille qu'il aime a un petit ami. Arata ne comprend tout simplement pas comment elle est au courant, mais bien sûr, il s'avère qu'elle lui a tout raconté, sacrément bavarde, la fille. Minami veut lui dire qu'elle connaît toutes ses qualités, celles du protagoniste. Elle sait qu'il est intelligent, drôle, responsable et qu'il aime beaucoup ses frères et sœurs, alors elle lui demande de se remonter le moral. À la maison, Minami lui offre un cadeau, des mini-gâteaux qu'elle adore apparemment. La fille aux cheveux roses lui demande pourquoi elle lui donne ça, et il s'avère que c'est pour accompagner les AirPods qu'elle avait perdus auparavant. L'un d'eux était perdu dans la salle de son club, alors elle veut s'excuser. Elle accepte, mais lui rend aussi les AirPods à condition qu'elle ne les perde plus. Mais maintenant que tout est réglé, elle lui demande de descendre manger les petits gâteaux avec les autres, car il y en a trop pour elle seule. Le lendemain, alors qu'Arata sort de la salle de bain, il se retrouve nez à nez avec Kotono. Par réflexe, il se met sur la défensive, s'attendant à ce qu'elle se déshabille en une seconde et l'attaque avec un de ses accès absurdes, comme elle nous y a déjà habitués. Mais pas cette fois. Kotono se contente de le regarder, pince les lèvres et part en courant comme un petit fan effrayé. Arata reste figé, plus confus qu'autre chose. Cependant, il pense avoir compris le message, même s'il n'est pas très sûr de ce que c'était. Juste à ce moment-là, elle apparaît, comme toujours sans bruit, et lui demande d'un ton moqueur s'il est en train de faire un monologue intérieur. Elle lui rappelle aussi, qu'il doit maintenant l'appeler Seiya avec un surnom mignon. Précédemment, elle lui avait demandé un surnom affectueux, et Arata n'a aucun problème à lui faire plaisir. Un peu plus sérieusement, la fille lui demande s'il est inquiet pour Kotono. Il répond que non, mais il ne semble pas très convaincu. C'est alors que Minami arrive en bondissant comme si elle avait des ressorts aux pieds. Encore surexcitée par la soirée de jeu, elle lui balance à la figure que le score final était de 15 à 5 en sa faveur, et appelle Arata partenaire,
ce qui fait tordre la bouche de Seiya. Ça le dérange, mais il ne sait pas trop pourquoi. Plus tard, à l'école, Arata tombe sur Lala. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Uka apparaît derrière lui comme un esprit farceur. Elle lui demande pourquoi il ne lui avoue pas simplement ses sentiments. Arata répond que ça ne sert à rien, que Lala a déjà un petit copain. Il a déjà été rejeté sans même avoir essayé. Tant pis. Elle part avec ses amis, toute excitée parce que demain, toute la famille va au parc pour continuer à célébrer l'anniversaire de Kotono. Arata est surpris de voir à quel point sa sœur est aimée et populaire, surtout qu'à la maison, elle ne fait que l'emmerder. Les amis d'Uka jettent un œil à Arata et plaisantent sur le fait de l'épouser. Uka s'énerve et leur dit que son frère est un cochon à main baladeuse. Cependant, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, car les insultes constantes qu'elle lançait à son frère se sont transformées en compliments, et sans s'en rendre compte, elle était déjà en train de le flatter. Quand elle s'en rend compte, elle devient rouge comme une tomate et décide de faire comme si elle n'avait rien dit. Le jour suivant, ils arrivent au parc, qui est en gros Disneyland. Minami court embrasser la mascotte lapin comme si elle avait 5 ans. Arata soupire juste. Il se demande si la journée va être comme ça tout du long. Banri leur rappelle qu'ils sont là uniquement pour l'anniversaire de Kotono, mais on ne comprend pas bien ce qu'ils sont censés faire avec ça. Du coup, Kotono reste en arrière comme si personne ne se souvenait que c'est son jour. Les filles commencent à se plaindre qu'elles ont faim. Banri, agacée, dit qu'elle va chercher à manger, mais pas toute seule, alors elle traîne Arata avec elle. Aux autres, elle dit de ne pas bouger, de les attendre. Quand ils reviennent, ils ont tout un tas de trucs, soda, snacks, même des churros, mais il n'y a plus personne. Personne ne les a attendus. Banri fait une tête, et il s'assoit à une table pendant qu'ils essaient de les appeler. Personne ne répond, comme si les téléphones n'existaient pas. Banri hausse les épaules et dit que tant pis, qu'ils n'ont qu'à faire comme s'ils étaient en rencard, parce que bien sûr, c'est tout à fait normal. Arata lui demande ce qu'ils vont faire de la bouffe et aussi de leurs frères et sœurs. Banri répond qu'ils finiront bien par les retrouver un moment ou un autre, et que pour la nourriture, ils mangent ce qu'ils peuvent. Elle dit que ce n'est pas tous les jours qu'elle peut avoir un rencard avec un mec aussi beau que lui. Arata lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, mais Banri dit que personne ici ne le sait, alors qu'est-ce que ça change? Puis elle s'accroche à son bras toute contente et continue à marcher dans le parc. Arata ne peut s'empêcher de remarquer que sa poitrine est bien collée contre lui. Évidemment, Banri s'en rend compte et lui demande s'il est en train de penser à quel point c'est doux. Il l'accuse de le faire exprès, et Banri lui dit que non, qu'elle est juste très bien pourvue, qu'elle n'y peut rien, qu'elle ne peut pas contrôler ça, tant pis. Elle ajoute que c'est peut-être trop pour un vierge comme lui. Et effectivement, Arata n'en peut plus et s'éloigne. Il continue à marcher avec de la distance entre eux. Maintenant Banri rigole et lui dit qu'il devrait se sentir chanceux d'être aux côtés d'une bombe comme elle. Arata se rend compte que c'est vrai, les gens les regardent. En fait, il a déjà entendu dire qu'à la fac, Banri est très populaire, et que parmi toutes les jolies sœurs, c'est elle que les gens préfèrent. Banri le confirme avec fierté et lui balance que s'il se comporte bien en rentrant à la maison, elle le laissera se faire plaisir avec son corps. Au lieu de la remercier pour ce geste, il se fâche et lui dit d'arrêter de se moquer de lui. Ensuite, ils vont à une attraction et le pauvre garçon ne peut pas s'empêcher de mater son fessier tout le trajet. Il est tellement distrait qu'il trébuche et se ridiculise. Banri lui tend la main comme s'il était un petit enfant. Après, il monte sur les montagnes russes. En redescendant, Arata essaie de rappeler ses frères et sœurs. Après un moment, Shion voit enfin les messages et lui répond. Il lui dit qu'ils sont dans la maison des horreurs mais de l'autre côté du parc, donc les retrouver ne va pas être simple. Pendant ce temps, Uka a aussi vu les messages et commence à spéculer. Elle parie que Banri en a profité pour dire à Arata qu'il devrait faire un rencard, et qu'elle est sûrement en train de se foutre de lui en lui frottant les seins chaque fois qu'elle peut. Et tout le monde la croit parce que ça ne paraît pas si absurde que ça. Uka reproche à Arata et Banri d'avoir oublié la fille dont c'est l'anniversaire, mais Seiya dit que c'est en fait eux qui les ont plantés. Bref, comme c'est son anniversaire, il la laisse choisir la prochaine attraction. Dans l'après-midi, Arata et Banri s'assoient pour se reposer. Il essaie de recontacter les autres, mais elle lui dit qu'ils chercheront plus tard. Là, elle a faim et veut se goinfrer. Arata la trouve très mignonne quand elle mange des objets phalliques et se demande ce qu'elle pense de la nouvelle concernant leur père. Il lui pose la question. Banri dit que ça l'a prise par surprise, mais qu'elle ne veut pas être la seule à déprimer à cause de ça, et elle veut savoir comment les autres l'ont pris. Arata ne croit pas devoir lui dire qu'il a failli coucher avec 2 de ses sœurs après avoir appris la nouvelle, alors il se contente de dire qu'il espère qu'ils resteront tous frères et sœurs comme toujours. Banri lui dit qu'il est trop mignon, comme quand il venait vers elle quand il se faisait embêter petit. Elle lui raconte qu'elle avait promis de toujours protéger leur lien fraternel et qu'elle sera toujours là pour aider tout le monde. Arata comprend maintenant pourquoi elle le protégeait autant quand il était môme. Il est temps de chercher les autres, mais une fillette courant avec des sodas trébuche et les boissons vole vers Banri. Arata utilise sa super vitesse pour s'interposer. La petite fille s'excuse pour l'avoir éclaboussée, il lui dit que ce n'est pas grave, lui demande même si elle va bien. Banri essaie de le sécher avec une serviette et lui demande pourquoi il a fait ça.
Arata lui répond qu'il veut lui aussi protéger ses frères et sœurs parce qu'il est l'aîné. Ces paroles laissent Banri complètement fondu. Après ça, il retrouve enfin les autres. On lui demande pourquoi il est tout trempé et s'il va bien. Maintenant qu'ils sont tous réunis, ils vont à l'attraction suivante. En marchant, Banri lui demande si elle peut lui tenir la main juste parce qu'elle en a envie. La nuit tombe et les filles s'excitent à cause des lumières du parc comme des mouches. Arata et Shion ont envie d'aller aux toilettes, et c'est le cas pour Kotono aussi qui les accompagne. Seiya en profite pour raconter le potin, tout ce qui s'est passé entre Kotono et Arata. Elle raconte ce qui s'est passé dans la salle de bain, elle l'a surpris en flag, et quand elle a demandé à Arata, il a confirmé que oui, c'était bien ce qu'elle croyait. La gamine a essayé de lui mettre la main dessus. Elle dit qu'elle n'a pas voulu trop y prêter attention pour ne pas causer de problème à la gamine, et qu'elle a vérifié elle-même qu'Arata n'avait rien ressenti à ce moment-là. Uka lui demande comment elle a vérifié, et Seiya dit qu'elle lui est montée dessus, qu'elle a bougé, et que même comme ça, il n'a pas réagi. Cette affirmation surprend les sœurs, et Uka réalise que toutes veulent le croquer. Elle dit qu'elle a fait ça seulement pour éviter de plus gros problèmes. Tout ça au nom de la science. Mais elle voulait aussi son petit surnom mignon. Au final, elles accusent Kotono d'avoir tout provoqué. Elle suppose que ce n'est que la puberté, l'âge des pulsions, comme disent les vieilles, et elle ne pense pas devoir la gronder pour cela. Mieux vaut faire comme si elle ne savait rien. Puisque le ragot est chaud, Uka en rajoute. Elle raconte l'incident précédent, où Kotono a encore mis la main sur Arata, et à l'époque, ils pensaient encore être frères et sœurs. Elle précise toutefois qu'Arata s'est toujours blâmé pour ça. Cela prouve que la gamine est à fond, mais elle pense que ça peut encore être une phase. Seiya dit que c'est possible, mais il faut souligner que maintenant, ils savent qu'ils ne sont pas frères de sang. Cette révélation puissante a libéré la panthère de ses chaînes. Banri insiste pour dire que ce n'est qu'une gamine perdue. Elle raconte qu'elle aussi a eu besoin de temps pour digérer la chose. Elle a demandé à son père d'où elle venait, et apparemment, ils étaient tous orphelins, mais dans son cas à elle, elle ne sait pas qui sont ses vrais parents. Bref, elle décide d'attendre de voir comment les choses évoluent. Tant qu'Arata ne les encourage pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et vous avez vu qu'il n'a jamais profité de la situation avec aucune. Les autres reviennent et demandent ce qu'ils vont faire maintenant. Elles veulent aller à la maison hantée. Tout le monde se promène dans le parc, et ils demandent à Kotono si elle passe un bon deuxième anniversaire. Maintenant, elles veulent aller à la boutique de souvenirs acheter des peluches hors de prix, mais comme ils sont riches, ils s'en fichent. En marchant, Arata a sa réflexion finale, mais c'est toujours la même, oh là là, on est tous si confus, qu'adviendra-t-il de notre lien fraternel? Arata attend devant la boutique quand il voit passer une fille. Pendant un moment, il croit que c'est sa Lala, cette Lala qui est avec un autre mec. Le pauvre, il en a un coup de pression. Uka lui demande ce qu'il fait là tout seul, et lui, encore secoué par ce qu'il croit avoir vu, lui répond simplement qu'il ne s'intéresse pas aux peluches. Uka le prend alors par le bras et l'emmène se promener, en lui disant qu'elle doit lui parler. Depuis qu'ils ont appris qu'ils ne sont pas jumeaux, elle se sent bizarre. Elle pense qu'ils doivent en discuter. Mais Arata lui dit de ne pas s'inquiéter, que pour lui, ils sont toujours jumeaux. Elle lui répond que s'il continue à fuir la réalité, il va le regretter, en plus d'allonger inutilement l'intrigue. Elle se souvient avec tendresse qu'il croyait avoir de la télépathie parce qu'il gagnait toujours à pierre-feuille-ciseaux. Arata ne comprend pas où elle veut en venir, alors elle se tourne vers lui et, sérieusement, lui dit qu'elle veut aussi le croquer. Arata se rappelle qu'un jour, dans les toilettes de l'école, Shion demande à Arata s'il a déjà vu ses sœurs comme des filles normales. Arata ne comprend pas cette question, et Shion explique que maintenant qu'ils savent qu'ils ne partagent pas de gènes, ce ne sont que des filles normales avec lesquelles ils sont très proches. Arata lui répond qu'il n'a jamais vu ses sœurs autrement, et il sait que Shion non plus. Shion lui rappelle qu'il a une copine, donc c'est doublement interdit pour lui. Il lui dit aussi qu'il a raconté à Oka ce qui s'est passé entre lui et Kotono. Arata la connaît et sait qu'elle ne l'a probablement pas cru, mais Shion assure que sa jumelle n'est pas aussi pourrie qu'il le pense. Arata réalise alors que sa sœur est une vraie tsundere et se lance dans son discours habituel, peu importe ce qu'on a découvert, on reste des frères et sœurs, et rien ne changera notre relation. Shion lui dit que si quelqu'un à l'école l'apprend, ils ne pourront pas arrêter les rumeurs comme quoi dans cette famille, c'est la pagaille générale. De retour au parc, on voit Oka qui dit à Arata qu'elle l'aime. Oka lui dit qu'elle est fière de lui parce que, même s'ils n'ont plus de lien de sang, il n'a pas profité de la petite Kotono et a réagi comme un parfait grand frère. Sa confession précédente ne voulait donc rien dire, parce que le je t'aime était un je t'aime comme un frère. Donc, ça ne compte pas. Arata ne pense pas qu'Oka pourrait tomber amoureuse de lui, mais ça le dérange quand même, et il la traite de tsundere. Oka l'envoie balader et va aux toilettes. Elle lui demande de dire à Seiya que le souvenir qu'il doit lui acheter doit être bleu. Arata comprend alors qu'Oka s'inquiétait que cette situation puisse changer leur relation. Mais soudain, il la regarde autrement, puis il se ravise aussitôt. Le lendemain, Arata va faire de l'exercice dans la salle de sport de la maison. Minami arrive pour sa routine d'exercice, et Arata lui sort quelques blagues censées être drôles, mais elles sont nulles à chier. Apparemment, ce sont les seuls à faire du sport, Minami veut devenir une athlète pro,
et Arata parce que son père lui a appris qu'un leader doit prendre soin de lui. Passons au drame. Alors que les filles choisissent quoi acheter au magasin, certaines se demandent de quelle couleur Oka voudrait. Comme elle est sortie, il faut envoyer quelqu'un lui demander. Minami se propose. Elle la voit alors en train de parler à Arata et entend Oka lui dire qu'elle l'aime. Elle sait qu'interrompre serait malpoli, alors elle s'éclipse sans se faire remarquer. Maintenant seule avec lui, elle veut lui demander ce qui s'est passé mais ne sait pas comment aborder le sujet. Arata la voit nerveuse et lui demande si elle ne commence pas sa routine. Minami dit oui, patron, et commence à soulever des poids pour se donner du courage. Elle lui demande cache ce qu'il se passe entre lui et Oka. Arata ne comprend pas, Minami panique et dit que ce n'est rien, qu'il oublie. Arata ne veut pas en rester là. Il admet qu'ils se disputent souvent, mais qu'ils se réconcilient toujours. Il comprend que ça puisse inquiéter les autres, mais c'est juste leur relation. Minami est soulagée d'apprendre que tout va relativement bien. Comme la situation est gênante, elle décide de reporter son entraînement et les laisse seuls lui et ses puissants abdos. Arata est toute chamboulée et ne sait pas si sa réponse était sincère ou si elle cache quelque chose. Après son entraînement, Arata va prendre un bain. Malgré la taille de la maison, ils n'ont qu'une seule salle de bain. Et Arata ne s'est pas frappé avant d'entrer. Donc, il entre comme si de rien n'était et voit sa sœur en sous-vêtements, prête à se laver. Au lieu de sortir, il se cache derrière un mur et lui reproche de ne pas avoir fermé à clé, vieille cochonne. Seiya, qui a vu autant d'animes, sait que c'est une situation typique et que l'inconfort d'Arata montre qu'il y a une tension. Arata essaie de faire genre il n'est pas gêné pour lui montrer qu'il n'y a aucune attirance, mais ça ne marche pas. Seiya continue à se déshabiller et lui dit de juste fermer la porte. Mais il reste planté là, la porte grande ouverte, pendant que sa sœur se déshabille complètement. Elle entre dans la douche, et Arata veut enfin fermer la porte, mais une serviette par terre l'en empêche. Il s'en sert d'excuse pour entrer dans la salle de bain. Il voit une bague sur le lavabo et lui demande si elle lui va maintenant. Elle dit qu'elle est encore un peu grande, mais qu'elle la porte parce que c'est un souvenir de leur mère. Arata comprend qu'il n'y aura rien d'autre, alors il part. Une fois habillé, Banri entre dans sa chambre. Elle est surprise de voir que tout est en ordre, mais leur père leur a appris à toujours garder leur chambre propre. Banri pensait que ce serait une chambre d'ado typique, avec des posters de filles, des jouets et des chaussettes puantes. Elle fouille son ordi et maintenant Arata panique. Il ne comprend toujours pas ce qu'elle fait là. Mais elle lui demande s'il veut avoir un bon rendez-vous. Et il n'est pas assez stupide pour dire non. Elle l'emmène dans un magasin de téléphonie pour lui changer son téléphone. Quelle gentille sœur. Ensuite, la vendeuse leur propose 2 modèles, un avec de meilleures caractéristiques et l'autre plus coloré. Comme tout homme sensé, Arata prend celui avec les meilleures caractéristiques. Banri remarque son choix et dit que les téléphones sont comme les petits amis. Arata demande pourquoi. Elle explique que si tu choisis en fonction du design, tu te soucies de l'apparence. Si tu choisis selon les caractéristiques, tu t'intéresses à la personnalité. Heureusement, Arata a bien choisi. Mais il dit que l'apparence compte aussi, car elle aide à supporter les défauts de personnalité. La vendeuse revient avec le téléphone et, en les voyant ensemble, leur propose une promo couple. Arata veut dire la vérité, mais Banri l'enlace et demande le rabais en lui frottant la poitrine dans le dos. Arata avoue qu'ils sont juste frères et sœurs. Voilà quelque chose que la vendeuse n'oubliera pas de sitôt. Après l'achat, il s'arrête pour une glace. Banri prend une glace 3 boules parce qu'apparemment, elle adore les boules. Elle se demande s'ils auraient dû en acheter pour les autres, mais Arata lui dit que ça aurait fondu avant d'arriver. Elle lui demande s'il se souvient d'une grosse dispute qu'ils ont eue enfant à cause de glace. Minami avait pris une glace qui appartenait à Kotono. Elle l'a dénoncé à Oka, qui ne garde jamais rien pour elle, donc elle est allée régler ses comptes avec Minami. L'histoire a dégénéré et les 5 se sont disputés. Kotono, triste, est allée se cacher dans le placard, son endroit favori quand elle est déprimée. D'où son surnom, la fille du placard. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Banri a peur de tout ce qui est paranormal, même les faits. Elles se disent que si elles devaient se rappeler toutes leurs disputes, un seul épisode ne suffirait pas. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sont tous des frères et sœurs. Banri demande à Arata comment il va ces temps-ci. Il lui demande dans quel sens. Elle veut savoir s'il a des soucis. Il dit que non, il est juste né avec une tête de constipé, donc il a toujours l'air préoccupé. Mais il veut savoir pourquoi elle demande. Elle dit que c'est juste pour papoter, et au cas où son petit frère aurait besoin de se confier. Qu'il sache qu'elle a des seins pour pleurer, enfin, qu'il peut venir lui parler. Ok, dit Arata. Pendant ce temps, à la maison, Kotono regarde les photos de son anniversaire quand elle reçoit un message dans le groupe des sœurs. C'est une photo d'Arata mangeant une glace, le nez plein de glace. Kotono voit la photo et ressent quelque chose en elle. Personne n'insulte ses chouchous. Elle s'apprête à répondre fermez-la, vieille poufiasse, mais se rappelle quelles sont ses sœurs, alors elle choisit la paix. Elle efface le message, soupire et se remet à ses études. Mais elle garde quand même la photo de son doudou. Du bon matériel à utiliser plus tard. Après avoir fini leur glace, Banri demande où Arata compte l'emmener ensuite, mais il reçoit un message et lui dit « Mince, il y a un imprévu ». En observant Seiya de plus près,
Arata remarque qu'elle est plus sérieuse et pensive qu'avant. Il s'approche donc d'elle et se rend disponible pour discuter avec la jeune fille, au cas où elle aurait besoin de parler. En voyant cela, elle compare sa générosité à celle d'un prince sur un cheval blanc. Elle profite alors de sa gentillesse pour l'emmener jouer au Twister. Pendant le jeu, Seiya remarque des signes d'émotion forte en elle depuis qu'elle est venue lui rendre visite dans sa chambre l'autre jour. Cela commence à l'inquiéter, car cela pourrait signifier qu'elle est tombée amoureuse de lui. En faisant tourner la roulette, elle lui demande de mettre le pied droit sur le cercle bleu. Cependant, Arata le fait tout en gardant son corps en arrière, comme s'il voulait éviter de se rapprocher d'elle. Bien que cela la dérange un peu, elle continue de jouer normalement, jusqu'à ce qu'elle commence soudainement à se rapprocher de plus en plus de lui, le mettant visiblement mal à l'aise. Mais Seiya affirme que cela ne va pas à l'encontre des règles du jeu. Arata la corrige en disant qu'elle viole les règles de l'espace personnel. En le voyant rougir, Seiya dit qu'elle est intéressée à explorer davantage ses émotions chez Arata, pour voir jusqu'où il est capable d'aller avec cela. À mesure que le jeu avance, Arata remarque que le contact entre eux est moins intense que ce qu'il redoutait, ce qui le soulage un peu. Il pense pouvoir se sortir plus facilement de cette situation embarrassante. Cependant, Seiya décide d'être encore plus audacieuse, plaçant son pied plus près de lui et prenant une position très suggestive. Arata crie alors qu'il abandonne le jeu, ce qui fait suspecter à Seiya qu'il était en réalité un peu excité par la position dans laquelle elle se trouvait. Il décide alors de continuer à jouer, pour ne pas donner l'impression qu'il a été troublé. Mais, en reprenant le jeu, Arata doit placer son pied sur un autre cercle bleu, le seul qu'il puisse atteindre étant juste derrière Seiya, ce qui les met dans une position encore plus ambiguë. En observant les expressions d'Arata, Seiya le voit rougir et lui demande pourquoi. Arata ravale ses émotions et continue de jouer, bien qu'il soit très mal à l'aise. Seiya en profite pour expliquer que le plaisir humain est régulé par 3 substances dans le cerveau, la dopamine, liée à la victoire, l'ocytocine, liée à l'amour, et la sérotonine, qui procure un sentiment de calme. Elle explique que les relations entre deux personnes sont généralement dirigées par la dopamine et la passion dans les premiers mois, jusqu'à ce que le couple atteigne l'amour véritable et l'ocytocine, la forme la plus pure de l'amour. Elle en déduit que le passage d'un état à l'autre se fait lorsqu'un certain niveau de confiance est développé, mais ce changement se produit de manière naturelle et soudaine, au point que la science ne parvient pas encore à expliquer ce qu'est vraiment ce sentiment de confiance. Même si tous les humains, y compris Seiya, recherchent le plaisir et le bonheur, elle ne comprend toujours pas très bien ce qu'est le romantisme. Elle se demande alors si elle pourrait commencer à faire confiance à quelqu'un en passant 50 ans à ses côtés ou si cela devrait se développer de manière purement instinctive. Et alors qu'elle se perd dans ses pensées, elle perd la force dans ses muscles et tombe de tout son poids sur Arata, qui la réprimande rapidement en disant qu'elle aurait pu tomber sur le côté. Mais Seiya explique qu'ayant perdu la force musculaire, il ne lui restait plus qu'à tomber sur lui. Cela dit, elle met fin au sujet et affirme que son test a été un succès, car elle n'a ressenti aucune émotion forte pendant l'exercice, seulement de l'effort physique. Même si elle soupçonnait déjà ne rien ressentir pour Arata, elle a voulu faire ce test pour en avoir la certitude. Elle préfère avoir une preuve incontestable plutôt que de rester sceptique sans fondement. Ayant prouvé qu'elle ne ressent rien pour lui, Seiya croit pouvoir désormais étudier pour les examens sans trop de distraction. Elle remercie donc Arata d'avoir accepté de participer à son test, même s'il n'a pas coopéré autant qu'elle l'aurait souhaité. Après qu'elle a quitté la pièce, Arata reste confus face à tout ce qui vient de se passer. Soudain, il se souvient du moment où Seiya lui avait dit qu'ils pouvaient avoir une relation puisqu'ils n'ont jamais été de vrais frères et sœurs. Dès que cette pensée envahit son esprit, Arata pousse un cri désespéré. Oka l'entend hurler comme un fou et vient le voir pour comprendre ce qu'il se passe. Durant leur conversation, elle dit avoir entendu la voix de Seiya dans les parages. Mais Arata détourne la conversation en disant qu'il jouait seul. Profitant du fait qu'il n'a rien à faire, Oka l'invite à jouer à des jeux avec elle. En chemin, il se souvient de quand ils jouaient ensemble enfant. À l'époque, Oka réagissait toujours de manière particulière lorsqu'il la battait. C'est quelque chose qu'il ne voudrait pas revivre. Mais en y repensant, Arata change de sujet dans sa tête et se souvient du jour où Oka lui a dit qu'elle l'aimait, de nulle part. Même si elle avait précisé qu'elle l'aimait comme un frère, Arata n'arrive pas à se faire à cette idée, surtout qu'elle lui a lancé cette phrase alors qu'il n'était pas préparé. Perdu dans ses pensées, Arata s'assoit simplement et commence à jouer, laissant de côté ses réflexions. Durant la partie, il perd plusieurs fois d'affilée contre Oka, car elle a beaucoup progressé depuis leur dernière partie. Soudain, Oka se laisse distraire au point de toucher Arata sans même s'en rendre compte. Lui remarque alors son doux sourire qui exprime son bonheur. Mais il pense qu'il lui a déjà laissé assez de plaisir en la laissant gagner. Il décide donc de jouer sérieusement. Quand Oka perd contre lui, elle se fâche et demande comment il est devenu si fort d'un coup. Arata prétend avoir eu de la chance, mais Oka n'achète pas vraiment cette excuse. Elle décide de faire une pause pour aller aux toilettes, même s'ils sont en pleine partie. Arata ne comprend pas trop, mais elle fait le tour du canapé et commence à l'étrangler en lui disant de se rendre. Il obéit, demandant grâce, mais Oka continue malgré tout.
Il se voit alors obligé de la repousser de force. En le faisant, il tombe accidentellement sur elle. Oka, à ce moment-là, commence à le frapper en disant qu'il a utilisé trop de force. Durant cette scène, l'esprit d'Arata est envahi par des pensées étranges. Il se répète alors que, malgré tout, ils sont encore simplement frères et sœurs. Oka lui dit alors qu'il est enfin devenu un homme, mais se détache immédiatement de lui et quitte la pièce, disant qu'elle est fatiguée de jouer. En sortant, elle regrette qu'Arata n'ait pas été plus audacieux et se soit simplement comporté comme un grand frère. Arata, quant à lui, est troublé par la phrase qu'elle a dite lorsqu'il était au-dessus d'elle, sur le fait qu'il soit devenu un homme. Il se dit qu'elle voulait peut-être simplement dire qu'il est passé de garçon à homme. Mais même s'il veut croire ça, il pense qu'il pourrait y avoir un autre sens derrière les propos suggestifs de la jeune fille. En réfléchissant trop à cela, Arata se remet à crier, mais réalise rapidement qu'il ne peut rien faire. Il décide alors d'aller simplement dormir. Le lendemain, Arata est appelé pour discuter avec son père, qui lui demande comment ses frères et sœurs ont réagi à la bombe qu'il a lâchée ce jour-là. Arata dit que tous ont adopté des personnalités différentes depuis. Pendant la conversation, Kanami lui demande s'il a déjà trouvé quelqu'un à épouser. Pendant ce temps, les sœurs regardent un film romantique. À la fin, quand le protagoniste fait sa déclaration à sa prétendante, elles sont toutes émues par la fin. Sauf Oka, qui s'oppose à tout en disant que recevoir une déclaration dans un monde post-apocalyptique comme dans le film serait désastreux. Banri lui demande alors quel serait, selon elle, le contexte idéal pour une déclaration d'amour. Oka répond qu'il faut juste être poli, avoir un bon compte bancaire et être un homme grand. En entendant cela, Seiya conseille à Oka de lire moins de mangas pour éviter d'avoir l'esprit dominé par des idées irréalistes d'un homme idéal. Une fois cette discussion d'adulte terminée, les filles regardent Kotono et remarquent qu'il lui faudra encore du temps avant de penser à tout ça, puisqu'elle est encore à l'école primaire. Soudain, les filles décident d'aller dormir, mais Kotono reste un peu en arrière, puis rejoint les autres. Arrivée près d'elle, Kotono confesse qu'elle aime Arata, ce qui laisse tout le monde confus. Banri tente de calmer la situation en disant que Kotono aime beaucoup Arata, mais sans intention romantique. Mais Kotono affirme clairement qu'elle l'aime comme un homme. Et comme ils ne sont pas liés par le sang, elle pense toujours à sortir avec lui, car légalement, il n'y aurait aucun problème. Elle déclare même voir toutes ses sœurs comme des rivales dans son amour pour Arata. Elle dit avoir été heureuse d'apprendre qu'ils n'étaient pas de vrais frères et sœurs, car cela ouvre la porte à une relation avec lui. Pendant ce temps, Arata continue de fixer Kanami après sa question embarrassante. Il coupe alors court et lui demande pourquoi il a épousé leur mère. Kanami va droit au but en disant qu'il l'a d'abord trouvée belle. Durant la conversation, Arata revient sur la confession que Kanami a faite à tous les enfants, et suppose qu'il devait avoir une raison de le faire à ce moment-là. Mais malgré tout, Arata pense qu'ils ne s'habitueront jamais à cette situation, bien qu'il soit fier d'être l'aîné de la famille Shunji. Il affirme donc qu'il fera tout pour protéger le bonheur de ses frères et sœurs. Après la scène intense, on retrouve le protagoniste en train de faire de l'exercice. Pendant ce temps, toutes les autres filles aux cheveux colorés ne peuvent s'empêcher de penser à ce que Kotono a dit. Après tout, elles n'auraient jamais imaginé que leur sœur la plus calme exprime aussi clairement ses véritables sentiments envers Arata. Quant à Minami, elle aussi se met à y penser plus calmement en se rappelant les matchs qui approchaient. Alors, elle quitte la maison plus tôt que d'habitude et tombe nez à nez avec Arata, qui lui demande pourquoi elle sort si tôt de chez elle. À cela, la jeune fille l'ignore simplement et court vers son entraînement matinal, car elle ne veut pas révéler son malaise suite à la déclaration de Kotono. En s'enfuyant, Arata attire à nouveau son attention et lui dit qu'elle agit bizarrement ces derniers temps. Il insiste donc pour savoir ce qui se passe, car en l'aidant mentalement, Minami aura une meilleure performance lors du match de la semaine prochaine. Bien que Minami remarque le désir sincère d'Arata de l'aider, elle continue de faire semblant et affirme qu'elle va très bien. Quant à Arata, il rentre chez lui, retrouve Banri en train de servir de la nourriture au chien, alors qu'il aurait dû sortir courir avec lui ce matin-là. Banri suggère alors de réduire la quantité de nourriture donnée à l'animal. Mais dès que le chien voit cela, il commence à mordre le postérieur d'Arata, montrant clairement qu'il n'apprécie pas cette idée du tout. Pendant ce temps, Minami impressionne toutes ses amies durant l'entraînement. Cependant, dès qu'elle pense à Kotono, Minami commence à perdre sa concentration. Elle se force alors à se focaliser sur le jeu. Après avoir pris une pause de 15 minutes, Minami est abordée par son groupe d'amis qui commence à louer sa performance. Soudain, Minami aperçoit Nao juste à côté d'elle et l'invite à un match de tennis. Dès que le match contre Nao se termine, elles s'assoient ensemble sur un banc pour discuter. Lors de cette conversation, Nao révèle qu'elle quittera le club de tennis dès la fin du tournoi interscolaire. Ainsi, elle ne financera plus les boissons pour Minami. De plus, Nao explique qu'elles resteront amies quand même, à condition que Minami lui obtienne des billets et des passes pour Wimbledon dans 5 ans. Durant leur discussion, Nao raconte qu'au départ, elle n'aimait pas Minami, car dès qu'elle a appris qu'une prodige du primaire arrivait au club, elle était persuadée qu'elle serait une enfant gâtée et arrogante. Pourtant,
Bien que Minami soit effectivement la plus prétentieuse parmi les joueuses, Nao souligne aussi qu'elle est celle qui se donne le plus de mal, ainsi que la plus positive, ce qui rend les autres filles plus enthousiastes pendant les entraînements. Selon elle, Minami fut la première coéquipière plus jeune qu'elle ait vraiment soutenue de cœur. En effet, elle sent que les autres filles manquent de profondeur. Et concernant Minami, elle porte l'équipe sur ses épaules, et c'est justement pour cela qu'elle croit qu'elles ont de grandes chances de gagner le tournoi cette année, ce qui la rend contente. Après avoir entendu tout cela, Minami fait une drôle de tête et lui dit que c'était là le plus grand discours motivant qu'elle ait jamais entendu. À ces mots, Nao commence à rougir et essaie de détourner la conversation en lançant un nouveau défi à Minami pour un autre match de tennis. En revenant jouer, Minami entend quelques filles parler du fait que Nao n'ait pas été recrutée par l'équipe d'une quelconque université. C'est pour cela qu'elle aurait décidé d'abandonner sa carrière dans le tennis pour se diriger vers quelque chose de professionnel, mettant ainsi un terme à sa vie sportive scolaire. En entendant ces rumeurs, Minami repense à ce que Nao avait dit auparavant, selon lequel c'était elle qui portait l'équipe. Mais contrairement à cela, Minami pense que c'est plutôt Nao qui l'a porté tout au long de ce parcours. En effet, c'est Nao qui l'a accueilli à bras ouverts dès son arrivée au club. C'est Nao qui l'a mise au défi à l'époque, même si elle ne pouvait déjà plus la battre. Revenant au présent, Minami se pousse encore davantage à gagner ce tournoi interscolaire, ne serait-ce que pour offrir à Nao une dernière médaille d'or avant qu'elle ne quitte le sport. En rentrant chez elle après l'entraînement, Minami retourne directement s'entraîner lorsqu'Arata vient la voir. En la voyant si motivée, il décide de l'aider à intensifier son entraînement. En entendant cela, Minami lui répond qu'elle a déjà toute la structure nécessaire, donc il n'a pas à s'en préoccuper. Cependant, Arata commence à trouver étrange quelque chose chez elle et suggère que Minami pourrait être blessée. Elle essaie alors de dire que tout va bien, mais Arata comprend immédiatement qu'elle ment effrontément et lui rappelle qu'elle ne ment absolument pas bien, car Yamaguchi l'a vu soigner ses blessures dans la salle de bain et l'en a informé. Arata lui dit alors qu'elle agit bizarrement depuis tout ce temps précisément parce qu'elle voulait cacher sa blessure. Cependant, Minami note qu'il est complètement trompé, car en réalité, elle est inquiète à cause de ce que Kotono a dit à toutes les sœurs. Pendant ce temps, Oka boit du thé en réfléchissant au CV de Kotono de la veille. À cette occasion, Minami suggère que Kotono a peut-être été influencée par les séries romantiques qu'elle regarde souvent avec les autres sœurs. Cependant, Seiya contredit cette hypothèse et rappelle à Minami que Kotono est assez grande pour ne pas être influencée par une simple série télévisée. De plus, elle souligne que le fait que Kotono, généralement si timide, ait osé dire ces choses montre qu'elle parlait sérieusement. Pendant ce temps, Arata commence à masser la jambe de Minami afin de réduire la douleur. Toutefois, Minami rappelle que sa blessure n'était pas si grave pour qu'il s'inquiète autant. Elle commence alors à protester, disant qu'elle préférerait jouer au tennis ou faire n'importe quoi d'autre impliquant de bouger son corps. Pendant ce temps, Arata se concentre sur le massage des jambes de Minami, jusqu'à ce qu'il repense soudainement à l'incident avec Oka et commence à chasser de son esprit ses pensées inappropriées. Malgré cela, Arata ne peut s'empêcher de regarder Minami de plus près, réalisant à quel point elle est belle, ce qui explique tous les admirateurs qu'elle a dans sa classe. En se surprenant à avoir de telles pensées, Arata reprend conscience et repousse résolument tout type de pensée inappropriée. Il change alors de sujet et demande à Minami si elle a déjà parlé à l'équipe de sa blessure à la cheville. Minami répond qu'elle n'a pas l'intention de dire à personne qu'elle est blessée, car tout le monde compte sur elle pour la compétition, et elle ne veut pas inquiéter ses coéquipières ni les décevoir. Arata comprend les sentiments de sa sœur, mais il lui conseille de ne pas trop forcer jusqu'au jour du tournoi, car si la situation empire, cela pourrait être pire encore. Quelque chose dans l'air entre eux rappelle à Arata la relation fraternelle qu'ils partagent, et il rit intérieurement en repensant à lui en train de brosser les dents des filles, une scène complètement inappropriée. Bien qu'il comprenne ce qu'il dit, Minami affirme que ce tournoi est extrêmement important pour elle, et qu'elle doit donner son maximum pour le remporter. Elle assure donc qu'elle guérira rapidement tant qu'elle ne fait rien d'idiot. Arata décide finalement de lui faire confiance, mais lui demande de ne pas trop exagérer pendant les entraînements. Peu après, Minami se lève et commence à masser les épaules d'Arata en guise de remerciement pour son aide. Puis, après cela, Arata se dirige vers sa chambre, mais en chemin, il tombe face à face avec Kotono. Il réalise alors que c'est la première fois qu'il est seul avec elle depuis le jour où elle s'est déclarée à lui dans la salle de bain. En l'entendant si silencieuse, Arata ressent un malaise dans l'air et décide simplement de continuer son chemin comme prévu. Cependant, Kotono l'interrompt et lui demande s'il était avec Minami. Il répond oui, mais précise qu'ils étaient seulement en train de s'entraîner. Même en entendant cela, Kotono reste suspicieuse et lui demande si Minami a fait quelque chose d'étrange pendant qu'ils étaient seuls. En entendant cela, Arata ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire et suppose que Kotono a peut-être deviné que Minami était blessée. Il lui demande alors si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Au lieu de répondre, Kotono lui demande simplement de laisser tomber ce sujet. Le jour de la compétition arrive, et Minami participe comme prévu. Durant le jeu, elle repense à Nao et se promet de ne pas laisser sa carrière se terminer par une défaite et de la frustration.
car Minami veut remercier Nao de lui avoir fait redécouvrir sa passion pour le tennis. Elle bat finalement sa première adversaire, offrant la victoire à l'école Seijo. Il passe donc en demi-finale du tournoi. Après le match, Minami est félicitée par toutes les filles de sa classe qui complimentent ses services. À leur tour, elle la remercie pour sa performance exceptionnelle. Minami répond que c'est toute l'équipe qui a gagné, et pas seulement elle. Après cela, les filles quittent les lieux, et Minami commence à rentrer chez elle, mais elle sent soudain une douleur à la cheville. Une fois arrivée à la maison, elle reçoit à nouveau un massage des mains d'Arata, toujours inquiet pour sa blessure. Cependant, Minami fait semblant et dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. De plus, elle ajoute que l'entraîneur Matsubara lui présentera bientôt un coach personnel. En entendant cela, Arata lui répond qu'elle n'a pas besoin de 2 entraîneurs, plaisantant en disant qu'il va donc démissionner. Minami le remercie alors pour l'aide qu'il lui a apportée ces derniers jours. Arata dit se sentir plus soulagé maintenant qu'il sait qu'elle recevra des soins professionnels, contrairement à lui, qui n'est qu'un frère inquiet. Le jour de la finale du tournoi interscolaire arrive. Arata se lève tôt pour aller courir, mais avant de partir, il cherche Minami et découvre qu'elle n'est pas à la maison. Il suppose alors qu'elle est simplement partie plus tôt s'entraîner. Cependant, il remarque que les chaussures de tennis de Minami sont toujours à l'entrée, ce qui signifie qu'elle n'est pas sortie pour s'entraîner. Les autres arrivent aussi et disent qu'elles ne l'ont pas vue non plus. Pareil pour Shion, qui ne l'a pas vue, et avec ça, toute la famille est en alerte.